Et bonjour à tous, c'est Grégoire, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va parler marchand de biens, on est encore sur la playlist YouTube des marchands de biens. Les gens vont finir par me dire, mais Greg, tu parles que de ça en ce moment. Ben oui, mais c'est l'actualité du moment. Vous savez que pour emprunter, c'est de plus en plus compliqué sur le locatif, donc on essaie de trouver des stratégies un peu alternatives. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Eric pour qu'on parle un petit peu de son parcours, de sa vision sur l'activité de marchand, sur les opérations type, il va nous donner quelques exemples chiffrés sur ses POPs OP qu'il a actuellement. Et puis on va discuter un peu de marchand aujourd'hui. Donc Eric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut. Alors bon, alors me présenter, donc ceux qui suivent sur les réseaux sociaux me connaissent sous ma casquette de président de la Fédération des marchands de biens. Mais en fait, je suis un peu schizophrène parce que j'ai pas mal de casquettes, ce qui vient d'amener toute l'histoire. Au départ, moi, je suis un prof. J'ai d'ailleurs enseigné à Bordeaux, bon, il y a fort longtemps. En 1999, date à laquelle j'ai été un jeune agrégé d'économie et de gestion d'entreprise avec une orientation finance, évidemment. Ouais, ouais, Et forcément. puis, bah, du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa le salaire de prof, mais il va peut-être falloir que je trouve d'autres trucs. Voilà. Et donc, j'ai basculé assez rapidement dans cette vie, dans cette double vie. D'accord. Mais Et est-ce que tu as fait un peu de locatif ou tu as commencé par ta RP ou c'était quoi les bases oh, alors, la RP, bon, la RP, j'avais acheté un T2 comme tout le monde. Enfin, voilà, et à mon avis, c'est pas vraiment le sujet. Après, j'ai fait Non. du locatif. On va dire, allez, pour faire simple, assez rapidement, je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai un salaire. Et donc, je peux aller voir les banques. Et les banques, elles me parlent. Alors, j'ai acheté un premier appart, un deuxième, un dixième, un vingtième. Bon, voilà, alors toujours effectivement avec ce qui maintenant est connu et reconnu. Mais enfin, moi, au début des années 2000, j'étais un peu extraterrestre. Je disais, il faut que j'ai du cash flow positif. Personne ne comprenait Personne, bien. personne savait ce que Même les c'était. étudiants ne comprenaient pas. Alors j'essayais d'expliquer, j'avais toutes mes matrices en disant, mais non, si, si, je vous assure. Et avec des taux d'intérêt, on va peut-être y revenir, c'est d'actualité, avec des taux d'intérêt à 6 ou 7 Ah quoi. oui, oui, oui. Ah Ah oui, ouais. oui. Ouais. Sauf qu'effectivement, les performances locatives étaient bien meilleures. Enfin bon, voilà, donc l'écosystème était différent. Mais du coup, oui, j'en ai acheté des wagons et je suis devenu, entre guillemets, marchand de biens par hasard. L'anecdote, elle est assez simple, c'est que comme j'ai animé plein de conférences sur le sujet en 2008 et qu'il y avait une petite crise dont se souvient, les gens, un petit peu, ça ressemble peut-être à 2023, les gens se redéployaient un peu sur l'activité vraiment à fort rendement locatif. Mm. Donc il y avait une horde de gens qui voulaient effectivement des biens qui rapportent suffisamment pour avoir du cash flow positif. Donc j'expliquais ça en conférence et le résultat, c'est que personne ne le faisait. Le résultat, notamment, alors évidemment, il y avait ces craintes liées à la crise. On retrouve aussi des psychologies actuelles. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que, quand même, faut s'en occuper et que les gens n'étaient pas trop fans de l'idée de s'en occuper. Ouais. Alors, je me suis dit, ce que je vais faire, puisque je sais le faire, j'ai acheté un bout de bureau, j'ai débauché un directeur de banque du coin que je connaissais bien. Je lui ai dit félicitations, on va monter un truc, et puis on va le faire pour eux, c'est-à-dire qu'on va acheter les apparts, les immeubles, les machins, et puis on va les rénover, puis on va les équiper pour que ce soit du loueur meublé non professionnel. On leur fait un petit package d'accompagnement fiscal pour qu'ils soient bien LMNP amortissable et tout. Et puis on va leur revendre, et comme ça on fait une marge entre les deux. Et là, mon avocat m'a dit, ouais, mais ça s'appelle marchand de biens. J'ai dit, ah bon, c'est quoi, C'est quoi ce mot, quoi? Un nouveau mot, marchand de c'est biens. quoi ce truc? Excellent. Il m'a dit, Excellent. mais le problème que tu as, c'est que tu peux plus être financé par tes banquiers habituels. Voilà, il faut que tu le fasses en société. Je dis, bon, ok. Donc, j'ai repris un peu la loi, voilà, comme tout le monde. Et puis, tu dis, bah oui, en fait, je comprends mieux. C'est Bon, et puis, du coup, je me suis fait jeter par mes banques traditionnelles, comme tout le monde au début. Ouais. Donc ouais, t'as dû basculer assez rapidement en société pour pas avoir de problème avec Bercy, quoi. Ah bah tout de suite, de toute façon, là dès la première opération, c'était simple. Quand j'avais fini d'expliquer ce qu'on s'apprêtait à faire, le gars il dit, mais non, c'est pas dans mes délégations, je peux pas vous financer quoi. Ouais. Allez parler à mon confrère qui lui s'occupe des promoteurs et marchands. Ouais. Sauf que sans historique, bonjour les dégâts. Donc c'était déjà, on dit aujourd'hui c'est dur.
je vous garantis qu'à l'époque, c'était dur aussi, quoi. Vous pointiez pas en disant, voilà, quoi. Si Ouais, tu veux, c'est. Voilà. Et donc, il fallait des capitaux propres. Donc, il a bien fallu aller chercher les capitaux propres. Donc là, un peu de love money, un peu de débrouille. ouais, Et puis, ben, on a acheté nos 11 premiers apparts qu'on a revendus lors d'une soirée arrosée dans les bureaux flambant neufs qu'on avait achetés à Annecy, au centre. Pour la petite histoire, j'habite à Annecy, même si la Fédé est nationale et que finalement, je n'y passe pas non plus ouais. le plus clair de mon temps. Mais voilà, donc, et on a démarré comme ça, en vendant des appartes rénovés avec une méconnaissance presque absolue, finalement, de l'activité, quoi. D'accord. Mm. Et donc du coup, là on est, tu parlais du milieu des années 2000. Là, du coup, on est en quelle année pour se faire à peu près un Non, là, aperçu? on est en 2009, on est en plein milieu de la crise, tout le monde nous Ouais, explique qu'on va mourir, et nous, on dit, bah non, nous on va faire plein d'offres. D'ailleurs, ouais, ça, c'est le parallèle avec l'actualité. On va faire plein d'offres, parce que quand tu fais des offres dans un moment creux, bah, finalement, c'est pas si mal, hein. Marchand, il achète pour revendre. Donc, finalement, il n'y a pas non plus de catastrophe à un petit tassement de marché, hein. mm, Et donc, on a acheté des hordes d'appartements dans des quartiers plus ou moins classés populaires pour certains, mais qui rapportaient suffisamment de cash flow. On les a rénovés. D'ailleurs, entre parenthèses, ces appartements, ils valent plus du double que ce qu'ont payé nos clients aujourd'hui. Et voilà. Et donc, et avec un amortissement, effectivement, quelques années après. Et assez rapidement, ce concept s'est déployé. mm. Et du coup, on a été obligé d'apprendre vraiment à faire les marchands. Parce que pour augmenter le volume, ben, tu es obligé de racheter des hôtels, tu es obligé de racheter des gros bâtiments, parce que là, tu peux plus y aller avec un appart ou deux, quoi. Et donc, on a assez rapidement, on a fait 100, 200, etc. Ah ouais, chaud. Donc Et- du coup, tu es parti sur des opérations de plus en plus grosses comme ça au fur et à mesure. Et après, ouais. en termes de secteur géographique, pour qu'on se fasse un peu un ordre d'idée, enfin sans forcément citer de ville, mais Oh bah, secteur géographique, on allait loin, hein. D'ailleurs, on allait trop loin. Des fois, les travaux se passaient pas comme on voulait parce qu'on était un peu loin et que quand tu as 1000 kilomètres pratiquement pour aller gérer un problème, c'est pas la porte à côté, quoi. ouais, Donc après, voilà, on est allé depuis le siège ici jusqu'à des Annecy, Nîmes, Montpellier, un peu en frontière parisienne. On n'a jamais réussi à rentrer sur voilà, ouais, sur le truc. d'accord, ouais. Donc tu as fait plusieurs heures de route pour aller trouver ce genre de bien qui pouvait te correspondre, quoi. Et en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, ta vision des choses sur le marchand de biens, elle est comment par rapport à ton type de recherche, par rapport à ce que tu vois sur le marché et compagnie? Bah, alors ma vision, en ce moment, on navigue tous un peu à vue, hein. C'est pas simple. Ce qui est à peu près sûr, bon, basiquement, hein, c'est que les capitaux, alors, c'est un scoop, hein, les capitaux sont un petit peu plus chers qu'avant. Ouais, ouais, Donc, donc soit on se met en PLS et en attendant que tout s'effondre en se disant quand tout sera par terre, je rachèterai. Soit on fait des offres cohérentes. Offres cohérentes, ça veut dire qu'on anticipe déjà une petite baisse du marché sur les prix de revente. Et c'est là une des grandes difficultés. D'ailleurs, à la réunion qu'on aura à Paris, là, au titre de la FMDB, ça sera un des sujets, hein, rotation des capitaux, appréciation, hein, Bertrand Carteron sera avec nous, etc. Parce qu'il faut arriver à fixer des prix qui anticipent ouais, le marché pour la revente. ouais. Donc Sinon, c'est avec du là, stock, quoi. là, faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'activité, c'est comme on achète et qu'on a des délais, soit d'urbanisme ou soit de revente, donc sur plusieurs longs mois, sur potentiellement 6 mois, 8 mois. 6 mois enfin ça commence à être beaucoup quoi. C'est-à-dire que dans 6 mois, nous on sait pas où on sera. Donc déjà, il faut qu'on précise pour ceux qui nous regardent que faut qu'on anticipe toutes ces choses-là parce que ça peut vraiment avoir un impact sur notre marge si par exemple le marché sur le secteur où on est pile à l'endroit où on se retrouve avec pas du tout d'acheteurs en face pour acheter nos lots. Donc là il y a pas bon quoi. Il y a une petite odeur un peu qui va chatouiller un peu les naseaux quoi. Ouais, ça sent le stock. Alors le stock, le problème, c'est que en soi, un stock immobilier, c'est jamais ultra grave quand on a l'argent pas cher. Ouais, Là, le problème actuellement, c'est que si on fait un mix entre de l'argent qu'on a pris sur un de nos fonds d'investissement, parce qu'on a aussi structuré autour de fonds d'investissement, plus un peu de crowdfunding, plus un peu de financement bancaire, etc., le tout mélangé, on évite à des fonds qui coûtent 8, quoi. ouais,
Et j'ose pas dire 10 demain, dans le réel, avec tout. Alors évidemment, sur du facial, on peut toujours se dire, on est sur de l'Euribor 3 mois plus 4, mais bon, on voit bien ce qu'a fait l'Euribor, etc. Donc pour moi, on est cher. Ça veut dire que si on immobilise un an et que la marge était de 20, on vient de flinguer la moitié de sa marge juste parce qu'on a immobilisé le bien, quoi. Juste parce qu'on n'arrive Et pas à ça, vendre. ouais, il est temps de le reconscientiser. Alors, c'est-à-dire que jusqu'à présent, avec l'argent bon marché, finalement, on se disait, ouais, c'est pas grave, j'ai un appart ou deux pas revendu. Bon, je stocke, on verra bien, etc. Ouais, ouais, Là, va falloir être un peu rigoureux là-dessus, quoi. ouais. Maintenant, si on est rigoureux, il n'y a pas non plus péril dans la demeure, hein. Et notamment si on a pré-commercialisé comme il faut. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Du coup, à l'heure où on parle, c'est quoi les opérations que tu affectionnes? Dans quelle typologie, enfin, quelle typologie de marchand de biens tu te situes? Alors, après, les marchands de biens, effectivement, il y en a, parce que derrière marchand de biens se cache tout un tas de process et de. Voilà. Euh, Personnellement, je trouve que là, en ce moment, les immeubles à la découpe, malgré tout, restent une valeur sûre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en pré-commercialisation, on y voit à peu près clair. C'est-à-dire que quand tu signes ton compromis, ben, tu sais comme moi que tout de suite, tu vas essayer de revendre avant même d'avoir acheté. Donc, tu n'as pas stocké ta trésorerie, tu ne l'as pas immobilisé. Et très rapidement, on a le curseur. C'est-à-dire que s'il y a 10 appartes dans l'immeuble et qu'il n'y en a aucun de vendu au bout de 2 mois, ça sent déjà le roussi. Ouais, ouais, ça pue, ouais, ça pue, ouais. Voilà. Et donc, on arrive à avoir la vision de la sortie assez rapidement. Ouais, Ce qui est aujourd'hui, quand même, on va pas se mentir, plus délicat sur des détachements parcellaires, sur des permis d'aménager, sur des choses comme ça. ouais, Parce que les détachements parcellaires, l'inertie, elle est plus forte parce que d'abord, il y a une DP, enfin, une déclaration préalable, hein, pour les, je ne sais pas ce que sont ceux qui regarderont cette vidéo, mais ou le profil, mais en gros, il y a d'urbanisme où il faut aller demander l'autorisation déjà de faire ce qu'on doit faire. mm, Après, il y a un recours des tiers, donc déjà ça traîne un peu. Et puis en ce moment, il y a une grosse problématique dont pour l'instant on ne parle pas beaucoup, mais qui est là, c'est le financement de nos propres acquéreurs. Parce qu'un marchand, c'est chouette d'acheter, c'est encore plus chouette de revendre. d'avoir des acquéreurs qui ont les fonds. Ouais, Voilà, ça peut et ça aider. pour des acquéreurs qui ont les fonds. Et les acquéreurs qui ont les fonds, autant sur du petit appart, sur une division d'immeubles et tout, franchement, si vous travaillez bien avec un courtier sérieux, bah, on voit vite, voilà, celui qui passe pas. Autant quand il y a un projet de construction, parce que malgré tout, on va travailler avec un constructeur qui lui-même va avoir un projet de construction, ou si c'est libre constructeur, bah, quand même, le client final lui-même a son archi, etc. On a du mal à avoir une visibilité sur sa capacité à sortir le dossier. Ben, potentiel stockage de terrain. Moi, j'ai en ce moment où on Ouais, parle quelques terrains stockés. Il y a un an ou deux, je les aurais sortis en 3 coups de cuillère à peau. ouais, Et là, on voit que c'est plus compliqué. ouais. Alors, il y a des clients, il y a des. Voilà. Maintenant, il faut les accompagner, enfin, il faut les suivre un peu plus à la culotte qu'avant, quoi, Ouais. clairement. Alors, du coup, pour ceux qui sont néophytes, ceux qui découvrent l'activité de marchand, euh, les demandes d'urbanisme, quand on fait des DP, on dit qu'en général qu'on signe à 6 mois parce que, comme disait Eric, il y a des recours des tiers, il y a des recours administratifs, le temps que le géomètre dépose son dossier, le temps qu'on signe tout ça. Donc en fait, en gros, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Tout à l'heure, il parlait de permis d'aménager. Permis d'aménager, déjà, c'est encore plus long que la demande préalable. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus aujourd'hui. Il y a Google pour ça. Vous tapez permis d'aménager Google, vous allez très vite vous en rendre compte. Et donc toi, tu privilégies le bâti. Alors le bâti, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de demandes d'urbanisme. Les seules choses qui sont un peu problématiques quand il y a du bâti, c'est, on peut en parler, c'est nos copains de chez Enedis. Tu peux peut-être nous en parler un peu. Est-ce que tu as eu... Est-ce que tu peux parler de nos copains d'Enedis? Vas-y. Le copain d'Enedis. Bon, ça dit, là, j'ai engueulé à tort Enedis récemment sur un immeuble. C'est pas eux qui ont fait la bêtise. Mais bon, donc comme quoi, des fois aussi, des fois, ça vient de ton propre électricien, pas d'Enedis. Mais oui, effectivement, ça traîne. Donc, et le problème, c'est que autant quand on a un seul compteur d'eau, hein, tu prends un immeuble, clac, 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 Ouais, tu dis, ok, ben voilà, j'en fais 5 appartes. Très bien. Il y a un seul compteur d'eau, c'est pas un sujet. Parce qu'en fait, quand tu vas créer ta copro,
Ben, le fait qu'il y ait un seul compteur d'eau, en fait, simplement, tu vas faire une division au tantième dans un premier temps pour avoir un premier budget à peu près cohérent. Et ensuite, tu peux même mettre des sous-compteurs et Ouais, réimpacter ça en fonction des consommations des appartes. L'électricité, c'est différent parce que l'électricité, on n'a pas le droit de la revendre dans une copro. Alors, du coup, bah, ça paraît être un détail, mais ça n'est pas un parce que ça suppose, pour faire les reventes, que assez rapidement, il y a des compteurs électriques. Alors maintenant, il y a une forme de tolérance quand même, donc il ne faut pas non plus être totalement paranoïaque et paniquer quand Enedis n'est pas venu. Il y a une forme de tolérance. Par contre, il faut toujours se mettre en posture de démontrer qu'il s'agit d'un retard effectivement de l'opérateur qui est Enedis, hein, parce qu'il n'y a que, donc on ne peut pas se faire l'économie de nos amis, et à un moment donné, vous avez besoin de sortir du stock, donc de revendre. Et normalement, si on veut être strictement religieux, il faut qu'il y ait le compteur en bonne et due forme. Voilà. ouais. Donc Et ça, c'est pas évident à obtenir. faut bien préciser. Donc, pour ceux qui nous suivent, en théorie, on est censé revendre avec des compteurs électriques. Donc, en fait, en gros, là, quand on parle de nos copains d'Enedis, c'est qu'en fait, vous allez déjà faire sur leur site faire une demande de compteur, donc monter un premier dossier qui est déjà, bon, en soi un peu chiant parce qu'il faut faire des croquis, des plans de masse et tout ça. Déjà, c'est un peu pénible. Et ensuite, il y a un chargé d'affaires qui rentre en contact avec nous. Et ensuite, il y a des boîtes qui sont chargées de s'occuper de tout ça. Donc en fait, faut prendre rendez-vous avec eux, qui viennent sur place. Enfin, c'est vraiment chiant. Enedis, moi j'ai eu affaire aussi à poser un compteur dans un appart. Ouais, bon, ouais, il faut vraiment s'y prendre en avance et vraiment s'y tenir parce ils sont assez chiants. Pareil, après, j'ai eu la surprise aussi. En fait, ils mettent le compteur, mais ils branchent pas au tableau électrique aussi. Donc là aussi, c'est pareil. Enfin, c'est des trucs, je dis, mais en fait, il y a trois fils à brancher au tableau et ça, ils le font même pas, quoi. Donc, je sais pas quelle anecdote tu as un peu à ce sujet, mais Oh, j'en ai plein des anecdotes à ce sujet, et j'ai appris un truc en 15 ans, hein. C'est l'électricien. Je lui confie tout, c'est lui le maître d'œuvre de ça, je lui donne même plus de sous s'il en a besoin pour s'occuper de ça, ouais, mais c'est lui qui gère parce que Yara, ben, ce que tu viens de citer, c'est un classique, quoi. ouais, Donc en fait, quand toi tu t'en occupes, tu te dis ouais, c'est bon, j'économise un peu et tout ça, que dalle. mais au final, tu viens de bloquer ton appart, Ouais, et quand on en revient au prix de l'immobilisation, bon voilà, tu as largement perdu ce que tu aurais donné à l'électricien pour ouais, ton là, dossier. l'anecdote que j'ai, c'est, je les appelle genre au mois de mai. Je signe un devis avec eux. Je leur dis clairement, je leur dis, mais les travaux, je voudrais qu'on pose le compteur fin août, début septembre. Donc je laisse couler parce que pour moi c'est clair, fin août, début septembre. Je reviens de vacances, je les appelle, je leur dis, mais du coup, c'est quand la date d'intervention? Ah, mais on n'avait pas compris ça, du coup, faut qu'on cale une date. J'ai dit, non, mais non. Et là, du coup, la date, c'est fin octobre. J'ai dit, mais vous rigolez ou quoi? Donc, du coup, deux mois dans la vue, comme ça, instantanément. Voilà, comme ça, direct. Voilà, tu vois, c'est le Oui, genre oui. de. Parce que eux, quand ils parlent de date, ils parlent de la date du rendez-vous qui sert à rien pour prévoir un truc qu'on va faire après. Donc Donc, c'est un problème de langage en fait. Il faut bien ouais, préciser de quelle date on parle. c'est incroyable. C'est Clairement, incroyable. voilà. C'est Mais voilà, hallucinant. donc c'est un métier. Moi, honnêtement, alors en posture marchand, je me suis toujours refusé de faire quoi que ce soit qui sorte de mon périmètre de compétences. Moi, au départ, je suis un architecte technique, un monteur de projet. Je ne sais pas planter un clou. Je ne souhaite pas le savoir. Jamais. C'est bien de l'assumer déjà. Ah, mais vraiment, et puis je pense que ça serait vraiment de l'énergie très mal employée que j'aille essayer de faire des choses moi-même, quoi. Donc je ne fais que, un peu à l'image d'un chef d'orchestre, Mm, je ne fais que gérer l'orchestre. mm. Et je monte l'orchestre, voilà. Mais une fois que l'orchestre il est monté, surtout, j'interviens sur rien, quoi. Parce que court-circuiter, c'est vachement dur. Alors, c'est sûr qu'on débute, et là, les débutants qui nous entendront vont se reconnaître pour beaucoup, c'est qu'on a très envie de gérer tout un tas de trucs, parce que d'abord, c'est sympa, en plus, puis on est plus dans voilà, dans la gestion concrète et directe de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en faisant ça, quelque part, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et puis là, sans faire de psychologie de comptoir, hein, l'être humain est ainsi fait que quand la bande passante elle est occupée avec les conneries de Nélis et je sais pas quoi, Mm. on va se dire les choses franchement, on n'a pas tellement la bande passante pour aller empoigner le projet suivant. Or, un marchand, comme les projets sont longs souvent quand même, ils se chevauchent, donc il faut faire plein d'offres, des fois ça se débloque, des fois ça se débloque pas, des fois on n'a plus rien, d'un seul coup on a trois ou quatre affaires qui tombent en même temps.
Ça veut dire que concrètement, il faut que ça prenne peu d'énergie du marchand lui-même pour pouvoir piloter l'opération. Donc, s'affranchir de ça, même dans les dossiers de financement, à un moment donné, quand il n'y a pas de maîtrise d'œuvre et qui identifié qu'il y a des projets relativement complexes, ou alors complexes, on va pas non plus, voilà, mais en tout cas qu'il y a des choses à gérer, ça inquiète tout le monde parce que qu'est-ce qui se passe si la personne est malade? Qu'est-ce qui se passe si... Voilà. Donc un bon projet pour moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est un projet où finalement le marchand fait pas grand-chose, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est assez magique. C'est que comme on essaie le plus souvent de revendre en l'état vraiment au maximum, il y a ce côté un peu magique où en fait on fait relativement peu, voire pas de travaux sur les biens qu'on achète et qu'on revend, ou en fait les travaux qu'on fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment quelque chose de cohérent, quoi. Ça va être par exemple séparer de l'eau physiquement, donc ça va être créer un mur, ça peut être je sais pas, des espaces communs à créer ou une servitude pour accéder à un lot, mais vraiment des choses vraiment basiques, quoi. Je veux dire, et ça, et toi, tu as une vision purement financière de l'opération, c'est-à-dire que quand tu achètes un bien, tu vas essayer vraiment le découper. Donc du coup là on parle de mise en copro, tout ça on va en parler après un peu. Donc tu fais la mise en copro, les états descriptifs et compagnie, et du coup après s'il y a les compteurs, ben, ça t'arrange parce que du coup tu vas pas avoir nos copains d'Enedis et tu revends directement en l'état. Donc Ah bah ça, ça c'est ça, le c'est top. royal, Ça c'est c'est... Bon, royal. après, faut pas cracher non plus sur les affaires où il y a une belle marge et sous prétexte qu'il y a des compteurs à poser, hein. Faut Ouais pas non plus ouais. critiquer complètement, mais effectivement, ce que tu décris est totalement vrai. C'est-à-dire que l'opération la plus simple, c'est ça. Tu as déjà les compteurs, tu fais pas de travaux, tu fais un diagnostic général technique parce que il faut Ouais, le faire, enfin, tu le fais faire. ouais. Et effectivement, si tu as deux, trois cloisons à monter, tu les montes et tu fais rien d'extraordinaire. Alors après, en théorie, évidemment, il faudrait tout le temps faire ça. En Ouais. pratique, c'est plus compliqué quand même parce qu'en pratique, pour un exemple concret, tu as un immeuble, là j'ai un cas actuel, hein, j'ai été convaincu que ça allait partir en claquant des doigts en forme plateau sans toucher rien du tout à part en montant les cloisons. Et il se trouve qu'on s'aperçoit que le dernier étage est mal isolé, on voit la toiture, etc. Et ça fait flipper les acquéreurs. Bon, à partir de là, ben, on a vendu le reste de l'immeuble. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est que le cash sorti est quand même re-rentré dans l'OP. Donc, quelque part, là, je peux me payer le culot de garder cet hiver au chaud, sans mauvais jeu de mots, le fameux appart, le dernier. Hmm. Enfin bon, c'est quand même là qu'est la trésor finale, hein, à La récupérer, marge, et la marge. ouais. Donc j'ai quand même très envie qu'il sorte. Maintenant, je vois bien qu'il ne va pas sortir si on ne fait pas toute l'isolation, tout le haut, etc. Donc D'accord. là, on vient déclencher une ligne de travaux supplémentaire en accord évidemment avec le partenaire bancaire. Et derrière, eh ben, il va y avoir tout cet hiver des beaux travaux. Et au printemps, ça sera tout beau en haut, ce qui va rassurer normalement l'acquéreur final, quoi. Voilà. Donc, et ça, on s'était trompé avec l'agent avec lequel je travaillais. De toute façon, en général, je travaille toujours moi, avec un agent et l'agent immobilier et moi, tout le monde, enfin, voilà, et tout le monde dans la structure s'est dit, ah, c'est un super appart, vraiment bien placé, il n'y aura pas de problème. Si, il y a un problème parce que, alors, encore une fois, c'est aussi des phénomènes de marché. C'est-à-dire qu'il y a un an, les travaux lourds que je qualifierais lourds, ne faisaient pas peur aux acquéreurs. Hmm. En ce moment, ils font un peu peur aux acquéreurs parce que tout le monde raconte que tout a flambé. Dans les faits, là aussi, je pense qu'il faut se détendre un peu. C'est-à-dire que oui, ça a flambé, mais enfin bon, quand vous avez la matière première qui prend 20 points sur 20 000 euros, c'est jamais que 4 000 euros de plus. Donc, c'est pas non plus le double comme certains annoncent. Enfin, là, Ouais. j'ai un peu du mal à comprendre comment certains Hmm. maîtres d'œuvre annoncent des augmentations aussi fortes, alors que, bon, voilà, il y a un petit problème de maths quand même. Mais peu importe, je clôt la parenthèse. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu es obligé de finir un appart que tu n'avais pas prévu de faire. Mais Toi, là, tu attends, t'étais dit, je ne vais pas le faire, et tu es obligé, enfin, le finir, c'est pas le finir, mais en tout cas, faire le haut pour rassurer tout le monde en disant, regarde, tout ce qui est un peu compliqué, c'est déjà fait. donc là, Voilà. en fait, pour résumer, tu avais un plateau qui était brut, t'as fait, l'agent IMO a fait des visites, tu as eu des retours de ces visites. En fait, il y a eu des visites, mais en fait, du coup, les gens se sentaient un peu mal à l'aise, ils n'arrivaient pas trop à se projeter. Et là, du coup, bah, tu as dû refaire un peu d'isolation pour essayer un peu
d'avoir quelque chose d'un peu plus sain, d'un peu plus vendeur en fait entre guillemets, parce que c'est comme si vous arrivez au garage et que vous avez une voiture toute pourrie, qu'après on met un peu de peinture, après on met quelques roues, après on met un bout de moteur, après on met des sièges et au fur et à mesure on essaie de monter un peu en gamme pour essayer de revendre quoi. Tu C'est vois, ça. Et en fait, je pense que dans l'activité de marchand, il faut être très très souple sur le ring. C'est-à-dire, il faut jamais partir avec une idée de dire, ah, tiens, c'est tel niveau de prix et tel niveau de prestation et je bouge pas. Parce qu'en fait, on maîtrise jamais complètement le marché. Et même le meilleur agent du monde, même le meilleur évaluateur du monde, il ne sait pas précisément. C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de fluctuation. Alors, soit en prix, ça peut être juste une baisse de prix, hein. mm. Bon, voilà. Mais là, en l'occurrence, on a tenté une baisse de prix pendant une semaine, il n'y avait pas d'appel. Quand tu tentes une baisse de prix, que tu as déjà usé le bien sur le marché et que tu n'as pas d'appel, ça veut dire que le problème n'est pas le prix. Et à partir de là, il faut changer son fusil d'épaule et du coup, il faut déclencher les travaux que tu n'avais pas prévus. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que alors pour les débutants qui nous regarderont, petit conseil, prévoyez des enveloppes travaux, parfois un peu plus grosses que ce dont vous avez vraiment besoin, pour être à l'aise, pour aller taper dedans, si tant est que vous ayez besoin de taper dedans. C'est-à-dire que votre stratégie première, c'est peut-être de dire, je fais quasiment rien, mais si jamais vous avez besoin, ben dans ce cas précis, c'est le cas, si vous avez besoin de passer au plan B, ben, et que vous n'avez plus de trésor, et que vous n'avez plus la ligne de crédit en face, c'est moyen. Parce que soit si vous êtes très à l'aise en trésor, il n'y a pas de sujet. Mais si vous êtes un peu court en trésor, c'est un peu dommage. Parce que si vous l'aviez prévu par anticipation, vous pouviez taper dans la ligne, sachant que la ligne aurait de toute façon pas été débloquée si vous aviez vendu sans faire les travaux. Donc il n'y a pas de gros problème. Ah si, il y a allez, on va dire que comme la banque va nous facturer 1% du montant global, si vous avez mis 50 000 euros, eh ben vous avez 500 balles Oui, de plus de frais de dossier. Mais c'est l'épaisseur du trait sur une opération marchand, parce qu'on n'est pas du tout dans cette étude de marge. Donc c'est clairement une épaisseur de trait, et c'est dommage de s'en priver, parce qu'après, il faut rediscuter. Et c'est là où, quand on est débutant, c'est un vrai sujet. Parce que autant, bon, bah là, maintenant, je commence quand même à être un peu reconnu, on va dire. Donc, si je leur dis, bah, il manque 50 000 balles, refais-moi une ligne, ils vont me la mettre, la ligne. ouais. Mais quelqu'un qui démarre, qui n'a pas d'historique, qui n'a pas de capitaux propres, quand il va dire, j'ai besoin d'une rallonge de 50 000 parce que j'arrive pas à vendre mon appartement, Ah, ça fait pas très sérieux, ouais. ça peut se compliquer assez lourdement, quoi. Ouais, mais c'est vrai on en parle souvent. L'activité de marchand, moi j'en parle souvent avec mes proches. Moi je dis que c'est casse-gueule, c'est-à-dire qu'en fait les dérapages peuvent vite nous coûter plusieurs milliers d'euros. Là tu parles d'anticipation beaucoup sur la vision globale des choses. Là tu parles beaucoup du fait que ben faut anticiper un peu les travaux, anticiper un peu les différents problèmes. Et je te rejoins là complètement là-dessus parce que demain, si tu as un lot qui se vend pas, ben, il va falloir faire l'effort, soit de baisser le prix comme il faut et du coup d'accepter de rogner sur la marge. Moi, c'est ce que Ouais. j'ai dû faire sur ma première OP. J'ai dû redescendre un peu un lot parce qu'il avait du mal un peu à se vendre. Après, faut comprendre un peu le marché aussi, quoi. En fait, faut se mettre un peu à la place des acquéreurs, faut se mettre un peu à la place de celui qui va acheter, quoi. Et se dire, ben, qu'est-ce que je propose? Est-ce que c'est cohérent par rapport au marché, quoi? Enfin, je sais pas ce que. Ouais, et ça, c'est très, très difficile à prédire. Donc, c'est pour ça que quand on bosse, moi, j'aime bien bosser avec un agent parce que d'abord, je suis nul en vente. Donc, voilà, j'ai aucune Ouais, envie de vendre moi-même des appartements, puis c'est pas mon métier. ouais, Et puis, par contre, interfacer avec lui, essayer d'avoir des feedbacks permanents sur ouais, ce qui bloque, ça, c'est essentiel parce que si à un moment donné, on fait l'autruche et qu'on se dit, ouais, mais c'est parce qu'il est mauvais, alors le pire, c'est la panique. Alors ça, j'ai vu notamment à la fédération, on a évidemment beaucoup de marchands expérimentés, mais on a aussi des ultra débutants. mm, Et dans les ultra débutants, ce que je constate comme phénomène grave, c'est la panique. C'est-à-dire que il écoute pas là ce que dit l'agent, il dit il est nul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il débarrasse le premier agent, il prend un deuxième agent. ah, il perd du temps. Et bon, il va pas révolutionner le marché, le deuxième agent, hein. De toute façon, Ouais, une fois qu'on est sur le bon coin, on est partout, hein. mm, Donc, t'as beau le tourner dans tous les sens, t'as pas le client final, tu l'as pas. Donc ça veut dire que le problème vient d'ailleurs. Et du coup, faut quelque part, ça sera d'ailleurs la thématique du 10 décembre, un petit coup de pub, voilà, à Paris, ouais. à Paris. Et notre réunion, c'est la thématique, c'est comment on travaille avec l'agent. C'est-à-dire que même ça, il faut l'interfacer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse du feedback, il faut qu'il se sente à l'aise avec le feedback. Et à l'aise avec le feedback, c'est presque de la psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que lui-même se sente mis en porte-à-faux en lui disant mais c'est parce que tu ne sais pas le vendre. Enfin, on ne le dit jamais comme ça, mais
Voilà, il faut au contraire l'accompagner, quoi. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que t'ont dit les gens qui ont fait des visites? Ok, comment on peut bosser ensemble main dans la main? Qu'est-ce que tu es prêt à faire toi? Qu'est-ce que je suis prêt à faire moi? S'il faut des captures 3D, là on a fait faire des trucs un peu jolis Ouais. et tout par une partenaire de la Fédé. Bon, ben voilà, ça claque, c'est joli. Je sais pas si ça suffira. On a dit qu'on faisait du frigo tout l'hiver, c'est-à-dire qu'on ne le met pas en marché. Mm. On en a convenu et on va le remettre après. Ça, ce sont des décisions qu'il faut prendre quand on est proche de l'agent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le considérer comme juste un agent. C'est pas, c'est Mm. plus que ça, c'est un partenaire dans l'opération. C'est ça, c'est très important. Ouais, ça c'est intéressant parce que moi j'ai eu ça sur ma première OP. L'agent était très bon, donc bon forcément ça m'a aidé aussi un peu. Mais c'est vrai que je lui posais des questions. Je dis bon alors cette semaine t'as eu des visites, t'as eu des offres, comment ça se passe? Mais il me dit ouais écoute j'ai des visites, j'ai des visites, j'ai des visites. Donc je dis il y a des visites, donc déjà c'est quand même bon signe tu vois. Quand il y a des visites, c'est-à-dire que les gens en face ont potentiellement envie d'acheter. Donc c'est-à-dire que Mm, t'es vraiment pas loin de la vérité quoi. Si t'as mm. par exemple au bout de comme tu dis que l'agent IMO commercialise et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois tu l'appelles et il te dit, ben en fait, j'ai eu zéro offre, zéro visite. Là, faut se poser les bonnes questions quand même. Parce que là, il y a problème, Ouais. quoi. Mais je pourrais écrire un bouquin d'anecdotes, hein, tu parles de 400 opérations, Ouais, mais ouais, il y en a une gratinée qui m'avait beaucoup marqué. On achète un hôtel, quelques années, mm, fait 10 appartements dedans, en haut, magnifique, une vue à couper le souffle, le mm, dernier étage. mm. Bon, un détail près, c'est que quand tu as fait l'isolation, etc., bah, évidemment, ça rebaisse. C'est bête à dire, mais c'est Mm. basique. Tous les gens qui faisaient les visites, ils disaient, mais combien il y aura de mètres carrés une fois que ça sera bien isolé là-haut? Et ben personne n'était vraiment capable de sortir les vrais mètres carrés finaux du système. Mm. Donc nous, on avait annoncé un prix au mètre carré, et puis on n'était pas tellement en cohérence. Du coup, on a décidé de faire le truc, et effectivement, on s'est retrouvé avec moins 20% de mètres carrés. Ah oui. Ça avait été prévu. Et donc, d'un truc dont on pensait qu'il y avait une vue magnifique, que ça allait partir en premier, et ben, c'était le dernier appartement à vendre. Et on a dû baisser de 100 000 euros Aïe, aïe, aïe. Aïe, l'appartement. ouais. Voilà, donc c'est du moins 100 000. Alors, après, c'est des opérations où les marges sont plutôt de l'ordre de 500 000. Ouais. Bon, moins 100 000, on survit encore, hein. Ouais, c'est Mais pas. bon, Ouais. quelqu'un qui démarrerait, bon, voilà. Le diable est souvent dans les détails, en fait, hein, dans nos activités, hein. Ça a l'air le truc qui a l'air de rien pourrait devenir un truc potentiellement pas terrible. Voilà, Ouais. et donc, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'être spécialiste de rien, c'est pas un problème. Par contre, être paranoïaque de tout, Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, là, il vaut mieux, ouais. Il vaut mieux, ouais. voilà, et ça passe par l'amiante, les Ah, ouais. problématiques diverses et variées, l'état du toit, est-ce qu'il y a des bébêtes dans les charpentes? Là, on vient de finir une opération côté de Montpellier, il y a des bébêtes dans les charpentes. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Donc c'est pas grave, il faut le faire traiter, on va le faire traiter, etc. Mais enfin, c'était pas prévu au budget. Bon, voilà. Alors après, Bon, ça coûte pas si cher, ça c'est pas non, non, très non, compliqué. si c'est un trait. Et voilà, élément par élément, bon, c'est pas des termites, hein, je vous rassure, hein, parce que là Non, sinon on mais rigole. bon, ouais, tu vois, là tu parles de bébêtes, de choses comme ça. C'est vrai que ça fait peur, beaucoup peur aux gens. Moi, il y a quelques années en arrière, alors j'espère que personne ne mange en même temps qu'on écoute cette vidéo, mais j'ai acheté un appartement qui était infesté par les blattes. Et quand on rentrait dedans, c'était assez impressionnant parce que ça courait partout sur les murs et tout ça. Et j'ai une anecdote alors c'était pas sur du marchand, c'était sur du locatif. Et j'ai souvenir que les artisans osaient même pas rentrer dans l'appartement parce que il y avait une odeur assez, ça vous prenait un peu le museau. Enfin bon, bref. Ça. Et je me disais, putain, mais c'est quand même un truc de fou, quoi. J'ai dit, mais les gens ont peur de ça, même des cafards et tout ça, les gens ont peur, alors qu'il y a des produits qui existent sur le marché, là, je pense au Goliath Gel. Et en fait, j'avais éradiqué ça en l'espace de 15 jours ou 3 semaines. Il n'y avait plus une bestiole dans le truc, un bon coup de balai, et un mois après, personne, en fait, on y voyait que du feu, tu vois. Et ça m'a coûté un tube de 60 de Goliath Gel qui doit valoir, je crois, dans les 70 balles sur le marché, je crois. Et en fait, j'avais trouvé ça hallucinant. Enfin, bon, tu vois, Bon, moi j'ai acheté une maison avec un élevage de chiens clandestins, donc ouais, c'est pas mal aussi. c'est pas mal, surtout avec les chiens décédés qui sont au sol. Ouais. Oh Mm. là là là. Donc là, il faut faire venir des pros par contre. Ouais, ouais, mais Donc ça coûte 15 000 balles. Ça coûte 15 000 balles, mais au final, c'était une très belle opération. Parce que ça voilà. coûte 15 000 balles. Sauf qu'une fois que c'est fait. Et une fois que vous avez nettoyé, parce qu'en fait, c'est même pas de la construction, là, il n'y a rien, c'est du nettoyage, détachement parcellaire, etc. Belle OP, aucun problème. Et Pour ceux qui, posé.
pour ceux qui démarrent en marchand de biens, pour ceux qui débutent, tu leur donnerais quoi comme conseil? Par quoi ils devraient commencer quand on fait du marchand de biens? Alors, bah, souvent, ce que j'entends et ce que je vois, et je suis pas tout à fait d'accord, c'est il faut démarrer un peu investissement locatif, etc., etc. Pour moi, ce sont pas les mêmes schémas de recherche, ce sont pas les mêmes dynamiques financières, etc., etc. Je suis pas sûr qu'on acquiert de l'expérience marchand en faisant du locatif. Voilà, c'est deux choses. Alors, ça reste de l'immobilier, mais c'est voilà. Et des fois même, ça fausse le prisme et ça fausse la vision qu'on va avoir dans sa propre recherche. Donc, pour démarrer, ben, plutôt avec des choses simples, effectivement, hein, l'immeuble, s'il y a déjà les compteurs, c'est pas mal. Ouais, Hein. ça peut aider. Voilà, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, effectivement, paradoxalement, peut-être pas trop des petites affaires avec la concurrence évidente des gens qui viennent faire du rendement locatif. Alors là, je m'explique, c'est un réflexe qu'ont énormément de débutants et qui conduit à l'échec. C'est qu'ils vont se dire, je vais redéployer ce que je sais faire en investissement locatif et je vais le transposer en marchand. Sauf que si toi, tu n'es pas loin de Bordeaux, alors Ouais, mettons Libourne, voilà, on va ouais. prendre un marché, voilà, il y a plein d'immeubles de rapport, bon, c'est chouette. Alors, on pourrait se dire, tiens, on va acheter ça à pas cher et puis on va le diviser et puis on va se faire plaisir. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, on est en concurrence achat avec énormément de gens qui viennent pour avoir du rendement locatif, qui eux vont être moins exigeants, et c'est évident, sur les offres, sur les conditions de délai, sur un certain nombre de problématiques, peut-être même qu'il y a un compteur unique et puis eux, ça ne les dérange pas. Alors, ils découvriront plus tard que c'est un vrai problème lorsqu'ils revendront. Hein, Ouais. voilà, même en tant qu'investisseur, je ne le prends pas. Mais eux vont le prendre parce qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait tout ça. Et donc, ils vont le prendre, ils le garderont longtemps, très très longtemps. Mais ils n'ont pas la même optique. Du coup, eux, ils vont attaquer le. Et quelque part, pour l'agent, c'est rassurant aussi, parce qu'il ne se dit pas, oh là là, l'autre, attends, s'il n'a pas de pré-commercialisation, s'il faut, il me fait péter l'affaire, etc. Mm. Donc, même l'agent va avoir un peu tendance à choisir l'investisseur fiable, investisseur, plutôt que le marchand. Du coup, quand on commence à passer un peu la frontière un peu symbolique, alors ça dépend des marchés, bien Mm. évidemment, mais si je prends du Libourne, quand on commence à passer du 400 000, 500 000, on est moins exposé à ce problème de concurrence avec l'acheteur pur renta. Ouais. Du coup, on voit un champ d'opportunité s'ouvrir. Voilà. Et donc ça, par contre, ça nécessite de ne pas avoir peur dans des opérations où, quand on regarde au tout début, on se dit, elle est plus risquée puisqu'elle est à un demi-million ou même 1 million. Mais dans les faits, elle est vachement moins risquée. Mm. Parce que quand on va pouvoir pré-commercialiser, donc sécuriser son propre système, finalement, une opération à 500 000 est très souvent moins risquée qu'une opération à 200, puisqu'on a sécurisé le système et qu'on a une belle marge. S'il y a de la marge, bah, tu vois, tu citais, toi, tu as pu baisser ton prix parce Ouais. que tu avais de la marge. Donc Ouais. finalement, tu baisses le prix. Ça fait chier. Hein. Je pense que le jour où tu as décidé ça, tu t'es pas couché en disant ah, c'est génial, Youpi, etc. youpi. Mais évidemment, ça nous fait jamais plaisir. Mais quelque part, on n'est pas en danger. Non, Euh, non, euh, non. donc, paradoxalement, tant qu'il y a de la belle marge et tant qu'on est sur des produits où il y a de la précom, etc., commercialisation, le fait de vendre avant d'avoir acheté, et le tout en confiance avec évidemment l'agent avec lequel on travaille, finalement, on a sécurisé le système et on peut aller taper des affaires un peu plus importantes en prix et donc, du coup, être un peu moins en frontal avec des gens qui sont plus dans les optiques d'investisseurs. Ouais, alors Voilà. c'est super intéressant ce que tu racontes. Surtout que paradoxalement, en marchand, on a moins de galères pour le financement qu'en locatif. Surtout sur des montants qui sont comme cela. Parce que en fait, on va peut-être choquer les débutants, mais je trouve que le cash se trouve plus facilement en marchand qu'en locatif. Alors les gens au début doivent regarder avec des grands yeux, mais je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est vrai quoi. Hein. Bah, c'est sûr. Ouais, Et d'autant plus si l'affaire est grosse. Parce que la petite affaire, paradoxalement, elle est difficile à financer. ouais, La grosse affaire, rien que le réseau qu'on a aujourd'hui au sein de la Fédé, j'envoie un mail, c'est financé. Hein. ouais, Euh, alors encore une fois, si l'affaire est ficelée, si il y a de la marge, si c'est prévendu, si, enfin il y a plein de si. Mais si les si sont respectés,
On va pas aller regarder les feuilles de paie de la personne qui a amené l'affaire, hein. Ouais, On s'en fiche, hein. ouais, ouais. Qui gagne Ouais. 1000, 2000, 3000 euros, c'est pas le sujet, hein. Puis Voilà. en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de petite OP, donc admettons une petite OP à 200-300 000, si tu fais 25 de marge ou 30% de marge, allez, admettons que tu fasses 100 000 euros de marge sur ton OP, à 2, bon, ben, ça fait que 50 000, mais si tu pars sur une OP à 500 000 ou 1 million et que la marge, elle est commencée dans les 300, 400, 500 000, tu vois, ben déjà, les gens, ils sont un peu plus attirés, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pour le même temps d'opération, en fait. Ah oui, et la même énergie. Ouais, Et donc, je dis pas qu'il faut pas. S'il y a une super affaire à 200 000, il faut la prendre. Enfin, je veux dire, faut pas non plus être. Voilà. Mais elle est plus dure à trouver, paradoxalement. En fait, et plus dure à financer. L'affaire à 1 million, honnêtement, on se met entre copains, on va la financer, hein. Enfin, super intéressant. alors, oui. Surtout qu'en société, c'est assez facile de s'associer, quoi. Je veux dire, Ah bah oui. juridiquement, c'est assez carré, assez facilement, quoi. Ah bah oui, 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 non, non, mais nous, on a un fonds, on rentre, on prend 30%, on est ayant droit, on fait un apport en compte qu'on associé, fin du sujet. Ouais. C'est très fluide Mm. et juridiquement, les possibilités sont infinies. On peut créer une SAS en plus, on peut rentrer au capital de l'SAS précédente avec un pacte d'associés, on peut ne pas faire de pacte d'associé si on a envie et si la SAS a rien dessus parce qu'on est d'accord là-dessus. On Ouais. peut même faire une SEP parce que quelque part qu'elle soit pas immatriculée, puisque c'est une seule opération, c'est pas forcément un problème. Enfin, Ouais. je veux dire, les possibilités juridiques sont infinies. Donc, paradoxalement, oui, quand on fait ça en SCI, qu'on va voir son banquier, qu'on dit, bah voilà, combien je gagne, que le banquier demande un petit peu la couleur Mm. de tout, ou tout ce qui se cache derrière, etc. On est parfois dans des galères bien supérieures à une belle OP bien structurée de marchand, ouais, clairement. C'est super intéressant. On va arriver dans les dernières questions. Quand on a envie d'accélérer, quand on a envie de passer la seconde, qu'est-ce que tu as comme conseil, qu'est-ce que tu peux donner aux gens qui ont déjà peut-être fait une ou deux OP comme moi, qui ont déjà un petit background, qui sont chauds, quoi, qui sont bouillants. Qu'est-ce que tu peux leur donner un peu comme conseil Alors, bon, il faut se former parce que ça, c'est malheureusement, ça reste. Plus on va accélérer, plus ça va devenir technique. Donc les premières, bon ben voilà, que ça soit pas trop technique, c'est pas un sujet. Voilà. Après, il faut s'entourer assez rapidement. Et alors, là, de le s'entourer, bah, c'est un peu la genèse et la logique même d'avoir créé une fédération associative de marchands, hein, Mm. où personne n'oblige à rien, etc. Mais les gens se connaissent, ils se rencontrent. Donc, il y a un tissu de confiance qui s'installe. Et entre eux, un expert comptable qui sait de quoi il parle, entre eux, je crois que même que tu avais interviewé quelques-uns de mes associés partenaires, etc., etc. On croise les données et on peut échanger nos galères aussi. Et en échangeant nos galères, on s'évite les galères futures. Parce que malheureusement, quand il y en a un qui a eu une galère, il y a fort à parier que les autres vont emboîter le pas, quoi. Et quelque part, juste en discutant, bah, il n'y a pas de problème. Dans les craintes et les objections, d'ailleurs, quand on a créé cette association qui est devenue un peu le syndicat, on va dire, des marchands, hein, la Fédération des Mm. marchands de biens, Mm. on avait, ah là là, mais s'il y a plusieurs personnes sur un même secteur, comment on va faire s'ils se font concurrence? Dans les faits, très franchement, des fois, ils sont devenus copains, des fois, ils ont même traité des opérations ensemble. Des gens qui se sont écorchés à cause d'une OP, moi, j'en ai jamais vu. Ouais. Parce que c'est un métier solitaire, enfin une activité solitaire, et que souvent aussi, on préfère finalement la faire à plusieurs que pas la faire du tout. Et à plusieurs, quand les gens finissent par se connaître et qu'ils ont confiance les uns dans les autres, ça fluidifie tout. Donc, pour accélérer, puisque c'était ta question, moi je dirais qu'il faut tisser le réseau, quoi. Et dans le tisser le réseau, il ne faut pas avoir peur de tisser le réseau, y compris avec des gens dont on pourrait se dire ce sont des concurrents. Parce que ce ne sont pas des concurrents, ce sont des confrères. Et le concurrent d'aujourd'hui, c'est peut-être l'associé de demain. Ouais. Alors là, je vais rebondir là-dessus parce que quand on a fait la journée à Bordeaux tous ensemble là, justement pour la fédération de marchands, j'ai rencontré des marchands qui habitent à 10 bornes de chez moi. En plus, c'est un père et un fils, donc je pense que tu connais, on va pas citer leur nom. Et en fait, ben, on discutait, et en fait, ils disaient, en fait, ils avaient un état d'esprit que j'ai beaucoup apprécié parce que s'ils nous regardent d'ailleurs, bien le bonjour.
Ils sont plus grands que moi, évidemment, ils ont beaucoup plus d'expérience. Mais je leur ai dit, mais si demain j'ai une OP que je peux pas faire, mais il me dit, mais écoute, viens nous la proposer, quoi. Viens nous la bien proposer, sûr. quoi. Viens nous la proposer. Si on peut rien faire, ben on peut rien faire. Mais c'est con de laisser passer des OP parce que t'es trop petit, parce que, entre guillemets, tu manques de compétences sur X points, parce que c'est un PA et que tu le sens pas, ou parce que, j'en sais rien, tu vois. Et, Ah, et en fait, déjà dans le locatif, entre investisseurs, il y a beaucoup de bienveillance. Et cette bienveillance, elle existe aussi chez les marchands. Et comme tu le disais, il y a la concurrence, en fait, elle est que sur notre ego. En fait, les gens, enfin, si demain vous avez une opération qui elle est bonne, présentez-les, présentez-la sur un groupe ou envoyez-moi un message en MP ou même à Eric et dites-lui voilà la problématique. Il me manque, des fois ça peut se jouer à rien, ça peut jouer à 50 000 ou 100 000 balles sur un bout d'apport en banque. C'est con de louper une OP alors que du coup il manque juste un petit bout d'apport quoi. Je veux dire, voilà, c'est qu'une question d'état d'esprit. Ouais. C'est qu'une question d'état d'esprit. Ouais. ah, vraiment, ouais. Une OP ratée, si j'apprends comme membre de la Fédé à rater une OP parce qu'il lui manquait 100 000 euros, Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. ça, Mais c'est pas, voilà. Mais c'est vrai que mentalement, et tu as raison, tu viens d'évoquer le mot ego, c'est assez rigolo. Je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais tu as raison. Parce qu'il y a, il y a un ego, et en plus, on a une programmation intellectuelle quand même. Attention aux concurrents, attention à ce que tu dis, attention à machin. Sauf qu'à force d'être dans le attention, on n'est pas ouvert d'esprit et on s'ouvre pas certaines possibilités. Et des fois, on passe à côté d'un truc génial. Au lieu de le filer au copain et de s'associer avec le copain, ben on la fait pas. ouais, c'est C'est quand dommage. même sérieusement dommage. C'est dommage. Où Ouais. on se dit, j'en ai déjà trois en cours, je peux pas en prendre une quatrième. Mais c'est pas un sujet, t'inquiète pas, on va la faire en commun. Ouais, Et tout le monde y trouvera son compte. ça pour ça c'est top. Bon, ben, Eric, je crois qu'on en a quand même dit pas mal. Ça fait déjà 46 minutes qu'on est ensemble, donc déjà ça c'est cool. Merci à toi pour tous ces échanges. Avec plaisir. La dernière question, c'était sur les ressources et sur ta citation favorite. Alors tu le prends dans le sens que tu veux. Ouais. Alors les ressources, je dirais que presque tout est sur Google et Ouais, on veut aller chercher l'info. Le problème, c'est que c'est assez indigeste. Donc là aussi, ça rejoint le réseau. C'est quand même mieux de s'être entouré d'un réseau parfois gratuit. Je veux dire, je sais que tu as interrogé Laurence, ouais, elle va pas vous envoyer une facture parce que vous lui avez passé un coup de fil, hein. ouais. Voilà. Et moi non plus, d'ailleurs. Enfin, Mm, voilà. Ce réseau-là, il vaut beaucoup plus que beaucoup voilà, de choses qui sont plus de l'ordre de l'ouvrage ou du. mm. Voilà, voilà, même si on peut faire les deux, il y a pas de problème. Et sur une citation, tu m'avais demandé une citation, mais il y en a une que je sors souvent à mes collaborateurs Mm. ailleurs. Je leur dis, mais est-ce qu'il y a une solution à ce que tu viens de m'annoncer? Et en général, c'est soit oui, soit non. Mm. Et quand il n'y a pas de solution, en fait, il n'y a pas de problème. On parlait de la baisse de prix parce qu'il faut vendre. Mm. Tu as une autre solution? Non. Ben, on baisse Bon, le mais on prix. baisse. Ouais, c'est pas Parce mal. qu'il ne peut pas y avoir de problème puisqu'il n'y a pas de solution. Ouais, bah oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je la garde Voilà. aussi. Je la garde celle-là. Bon, super. Merci beaucoup, Eric, pour cet échange. Évidemment que le réseau est super important. On a les groupes Facebook, il y a le mien, il y a Esprimo, il y en a plein sur. Restez pas tout seul, c'est ce qu'on essaie de dire avec Eric. Restez pas dans votre coin, restez pas avec vos peurs. Allez, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça, à notre échelle. On a les compétences, on n'a pas les compétences, on a les fonds, on n'a pas les fonds. Restez pas dans votre coin. C'est vraiment le message. Je te dis à bientôt, Eric, au 10 décembre à Paris. Alors moi, j'y serai pas, mais bon, pour ceux qui veulent y aller, je mettrai évidemment dans la description la Fédération des marchands de biens, dont Eric est le patron. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais enfin bon, Président. président. Président démocratiquement élu et qu'on peut virer. Donc, Ouais, il suffit de voter pour le peut-être qu'un virer. jour, d'ailleurs. Donc, mais si vous êtes encore là, ben abonnez-vous, mettez un énorme pouce like en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine, et puis je vous souhaite une bonne marge et un bon cash flow. À bientôt, ciao, ciao, salut. C'est Greg, à plus.